Bonsoir à tous. L'ère du temps. Alors commençons par une définition, l'ère, ERE. Époque marquée par un nouvel ordre des choses. Lorsqu'on entend cette définition, on pense bien évidemment à changement. On pense à transformation. Et quel changement? Le monde d'aujourd'hui est résolument différent du monde d'hier. Et le monde de demain le sera d'autant plus différent. Et il ne faut pas aller très loin pour s'en apercevoir, il suffit juste d'observer autour de nous. Vous ne communiquez plus comme avant, avec tous les nouveaux moyens de communication. Vous n'achetez plus comme avant. Avant, lorsque je voulais acheter mon réfrigérateur, j'allais en magasin et je me faisais conseiller par un conseiller qui m'aidait justement parmi les choix proposés. Aujourd'hui, lorsque j'arrive en point de vente, je sais exactement quel produit je veux acheter et pour cause, j'ai eu le monde entier comme conseiller. Une fois, un directeur général m'a dit « Tu sais, Morgane, avant, quand mon produit avait un problème aux États-Unis, c'est pas grave parce qu'il cartonnait en Europe. Aujourd'hui, s'il y a un problème quelque part sur la planète, ça me plombe toutes mes ventes. » Et de la même manière, on ne se déplace plus comme avant avec les trottinettes, les vélos, les voitures en libre-service. Le simple fait d'aller prendre un verre avec vos amis, vous ne le faites plus comme avant. Vous choisissez avec Google, WhatsApp et Maps prennent ensuite le relais. Et il y a de nouveaux types de mouvements, ce que j'appelle les mouvements 4.0, qui n'existaient pas avant. Ça a commencé avec les printemps arabes, où des populations ont renversé leur gouvernement avec une arme fatale qui s'appelle Facebook. Plus récemment, il y a eu les gilets jaunes, qui ne correspondent pas du tout au code de manifestation qu'on a connu en France jusqu'à présent. La campagne présidentielle d'Emmanuel Macron est résolument différente de toutes les autres campagnes qu'on a connues en France. Le monde change profondément. Et lorsqu'on pense à ces changements, la première chose qui nous vient à la tête, c'est l'avancée technologique. Ce que j'appelle la 4e révolution industrielle. Ou par abus de langage, le digital. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand on pense à 4e révolution industrielle, on se dit « Ah oui, il y a les robots qui arrivent. » Ouais, les robots. Qui viennent petit à petit cohabiter avec nous et qui petit à petit vont nous remplacer dans nos jobs. On parle de l'intelligence artificielle qui a la capacité aujourd'hui de traiter une quantité de données juste exponentielle et qui a en plus la capacité de prédire. Je suis capable d'identifier ce qu'un consommateur est susceptible d'acheter dans un mois. Et bien évidemment, ça arrive aussi avec ces nouveaux modèles. Le modèle en libre-service, par exemple, mais surtout le modèle économique de la donnée, la data, qui devient le nouvel Eldorado, le nouveau nerf de la guerre des entreprises. Et pour cause. 90% des données qui existent aujourd'hui sur notre planète ont été créées sur les 12 derniers mois. Cette statistique, elle sera valable dans 2 ans. Le monde change, et voilà ce à quoi on pense quand on parle de 4e révolution industrielle. En réalité, ce que je viens de vous citer n'est qu'une partie de la définition. La définition est un peu plus complexe. Si je devais vous donner la définition complète, ce serait de vous dire c'est l'avancée des technologies qui fusionnent avec les sphères physiques, numériques et biologiques et qui lèvent toutes les barrières des grands modèles physiques, économiques, sociétals, environnementaux. En fait, si vous imaginez le monde comme étant un diamant, avec chacune des facettes de ce diamant représentant un grand modèle, vous me direz le monde jusqu'à présent s'est toujours transformé. Donc, chacune des facettes du diamant a évolué à sa manière, à son rythme. Il y a quelques années, quand il y avait encore des chevaux dans les villes, il y avait des points d'eau. Puis sont arrivées les voitures. Et les points d'eau ont été peu à peu remplacés par les stations-service. Ça, c'est de la transformation. La 4e révolution industrielle, là, on est sur de la mutation. C'est-à-dire que ce n'est pas une ou plusieurs facettes qui mutent. C'est le cœur même du diamant qui se transforme complètement et qui impacte de facto l'intégralité des facettes, de manière simultanée et interdépendante. Chacune des facettes devient liée. J'étais au CES, le Consumer Electronics Show, qui a lieu début janvier, qui présente les dernières innovations qui ont été présentées sur le marché. Et donc, d'un point de vue technologique, les technologies sont là, en fait, et elles fonctionnent. La vraie question, dans 90% des cas, sur tous les gens que j'ai rencontrés, c'était comment est-ce que je fais pour lancer mon produit? Si on prend la voiture autonome, mais n'allons pas jusque-là, la voiture semi-autonome, c'est-à-dire que j'ai encore un conducteur et je dois avoir les mains sur le volant.
Pour pouvoir commercialiser ce produit, il faut que je puisse travailler avec les constructeurs de routes, il faut que je puisse travailler avec les autres constructeurs automobiles parce qu'elles communiquent entre elles. Il faut que je puisse travailler avec les gouvernements, avec les communes, avec les banques, avec les assurances, avec chacune des facettes. Tout devient complètement lié et interdépendant. Et si la voiture ne vous parle pas, on prend la pauvre trottinette qui pose aujourd'hui un problème de vide juridique, alors que la trottinette a toujours existé. Le monde change. D'un point de vue philosophique, Michel Serres appelle cette transformation, cette révolution, la troisième révolution anthropologique majeure de l'histoire. Après l'écriture et l'imprimerie, voilà qu'arrive le digital, dans le sens où il change complètement nos codes, dans le sens où un nouvel ordre se met en place, dans le sens où le noyau du diamant est en train de muter. Voilà ce que c'est que la quatrième révolution industrielle. Alors maintenant, forcément, elle arrive avec quelques petites caractéristiques. On ne va pas toutes les voir. En revanche, il y a des caractéristiques qui sont plutôt marquantes, éloquentes. La première caractéristique qu'on a identifiée, c'est l'accélération du temps. Le temps va beaucoup plus vite sur chacune des facettes du diamant. D'un point de vue technologique, des exemples, 36 ans entre la création du premier poste de radio et sa diffusion à 50 000 utilisateurs, 4 ans à Internet. Aujourd'hui, Amazon est capable de faire une évolution sur son site Internet toutes les secondes. Aujourd'hui, si je vais faire mes courses en ligne, je suis capable d'être livré en 1 heure. Il y a moins de 5 ans, quand je voulais ouvrir un compte bancaire, il fallait un rendez-vous physique en banque et 2 semaines entre le rendez-vous et l'ouverture effective du compte. Aujourd'hui, je suis capable de le faire en 2 minutes, sans même sortir de chez moi. D'un point de vue sociologique, il y a l'écart entre les différentes générations qui devient de plus en plus court. On a un président qui a été élu à 39 ans, soit 15 ans de moins que la moyenne d'âge des présidents. Et ce n'est pas un cas isolé dans le monde aujourd'hui. Le temps va beaucoup plus vite. Et par effet de dualité, l'espérance de vie augmente. Donc on a encore plus de temps de faire les choses encore plus vite. Et demain, on aura encore plus de temps de faire les choses encore plus rapidement avec le transhumanisme. Le temps s'accélère et s'accélère de plus en plus. Et pourtant, j'arrive à un stade de ma vie où pour moi, le temps s'arrête. Mon job, c'est de comprendre ces différents phénomènes que je suis en train de vous exposer et accompagner les entreprises dans leur transformation pour prendre en compte ces nouvelles problématiques qui deviennent cruciales. Si elles ne se transforment pas, elles ne survivent pas. J'en suis convaincu, je le sais, le monde change, le temps s'accélère, il faut se transformer, le monde change, le temps s'accélère, il faut se transformer, le monde change, le temps s'accélère, il faut se transformer. J'adore ça. Et puis survient le doute. Est-ce que je suis dans la bonne direction ? Face à un nouveau phénomène qui finalement est incertain, est-ce que j'ai vraiment un impact positif en faisant ce que je fais ? Quel est le sens de ce que je fais ? C'est la vraie question. Et donc du coup, comme toute personne, j'essaye pas forcément d'éviter le problème, mais d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de m'intéresser à autre chose, là où je pourrais potentiellement avoir un impact positif. Et forcément, je m'intéresse aux problématiques environnementales, l'air, AIRE. Je pense que l'actualité, enfin vous êtes tous au courant de l'actualité, il y a les incendies en Australie, les stations de neige sans neige, sans mauvais jeu de mots. Il y a une grosse problématique environnementale aujourd'hui. La planète est en danger. Il y avait le World Economic Forum qui avait lieu fin janvier, qui réunit tous les grands dirigeants du monde pour définir quelles sont les priorités de l'année 2020. Sur les 5 priorités définies, 3 d'entre elles sont environnementales. Et pour cause. 83% de la flore marine a été détruite par les industries. Or, les industries ont besoin de cette flore marine pour pouvoir fonctionner. Donc, par effet de schématisation, si l'industrie n'est pas capable de répondre à la demande, alors pas de croissance. Si pas de croissance, alors pas d'économie. Si pas d'économie, alors c'est la crise. Qui dit crise dit chômage. Et dans ce cas précis, même les robots seraient au chômage. Le monde change. Et donc j'étais en train de creuser et il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. Ce sujet environnemental est un sujet global. Globalisation. Deuxième caractéristique de la 4e révolution industrielle. En fait, plus j'essayais de m'éloigner du sujet, plus le sujet me rattrapait. Globalisation, réflexion globale, et non pas mondialisation, parce qu'on est sur l'inverse en fait. La mondialisation, c'est lorsqu'on a un concept et qu'on le décline partout dans le monde, avec potentiellement quelques adaptations.
La subtilité avec de la globalisation, c'est que pour pouvoir répondre à une problématique globale, il faut pouvoir agir au niveau le plus local, au niveau du diamant de chaque individu. Et c'est comme ça qu'on arrivera à répondre à la problématique globale de l'environnement. C'est comme ça que sont réapparus les circuits courts. C'est comme ça qu'est apparue l'économie circulaire. C'est comme ça qu'on est en train de défaire tout ce qu'on a fait sur les dernières années. Autrement dit, on relocalise ce qu'on a délocalisé. Globalisation. Et ça commençait à prendre petit à petit sens, du coup. Dans le silence et dans les doutes que j'avais, en fait, je parle avec des directions marketing tous les jours, et sur des sujets justement globaux, les points du marketing, c'est la personnalisation, voire l'hyper-personnalisation. Quelle belle dualité. De la même manière, les sociétés les plus globalisées aujourd'hui sont les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Aujourd'hui, ces sociétés sont les plus globalisées et pourtant, c'est les sociétés qui sont capables de cibler une personne spécifique. C'est-à-dire que pour pouvoir être global, il faut pouvoir être au plus fin de la localisation. Réflexion globale, vision locale. C'est la vision des GAFA. GAFA qui d'ailleurs a aujourd'hui beaucoup plus d'informations sur un individu que son propre gouvernement. L'AIRE, AIRE. Le gouvernement, la facette du gouvernement doit également se transformer. Elle doit passer d'un état réactif à un état proactif. Face aux GAFA, par exemple, si à l'échelle de l'Europe, on a tendance à vouloir mettre en place des réglementations. Alors ok, très bien. L'objectif est bienveillant, c'est de protéger la population. La problématique, c'est qu'un Google et un Facebook auront les moyens humains et financiers de pouvoir appliquer cette réglementation. Mais la petite start-up française, elle, qui déjà doit rattraper le retard pour rattraper les GAFA, face à un temps qui s'accélère de plus en plus, doit en plus se prendre dans la figure une nouvelle réglementation. Donc c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Ça veut dire que la mutation du gouvernement est obligatoire dans ce nouveau contexte. On doit passer d'un état réactif à un état proactif, où la proactivité est la définition d'un espace de droit qui a été réfléchi globalement avec tous les autres gouvernements pour pouvoir laisser la même chance à tout le monde. Et il faut bien évidemment, face à une problématique environnementale qui devient de plus en plus forte, mettre de côté, d'un point de vue gouvernemental, les problématiques qui sont purement locales, pour réfléchir global. Parce que quand on sait que la planète va potentiellement disparaître dans quelques années avec tout ce qui se passe, est-ce qu'on est vraiment en train de se poser la question de savoir si Brexit ou pas? Fondamentalement, je n'aurais pas priorisé les choses de la même manière. Et je commençais dans mon silence, dans le doute que j'avais, à réellement comprendre. En fait, cette 4e révolution industrielle, si elle n'était pas arrivée, on n'aurait pas pu identifier aussi rapidement la problématique environnementale. Et de la même manière, pour pouvoir répondre aux problématiques que je viens de vous citer, on a besoin de cette 4e révolution industrielle. Donc en fait, ce n'était pas que j'avais perdu le sens, c'est que face à tout ce qui se passe, on ne maîtrise pas forcément, on ne sait pas ce qui va arriver, et donc forcément, on résiste au changement. On se raccroche à ce qu'on connaît. Et c'est ce qui m'était arrivé, et c'est ce qui a créé le doute pour moi. C'est-à-dire que je prône le changement tous les jours auprès des entreprises pour leur dire qu'il faut se transformer, le temps s'accélère. Et en fait, quand le changement m'est arrivé, j'ai juste pas eu la lucidité de m'en rendre compte. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on décide d'embrasser ce changement, de le prendre d'un point de vue positif, et en fait, on se rend compte que c'est juste top, en fait. Si je ramène ça à la 4e révolution industrielle, oui, demain, les robots vont nous remplacer. C'est un fait. Et vous savez quoi? Ils sont encore plus productifs que nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit on se dit, ok, très bien, c'est inéluctable, qu'est-ce que je fais? Et je vais dans le négatif, soit je vais plutôt sur du positif. Et le positif, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez de l'ordre du loisir, ce sont des choses qui ne sont pas robotisables. Et donc, du coup, qui vont être revalorisées. Et je me dis, mais ça va être super de pouvoir faire de la peinture, de la lecture, du sport, toute activité créative, parce qu'elle va être reconnue encore plus qu'aujourd'hui, puisque les robots prendront tout le reste, finalement. Et j'en vois déjà qui disent, oui, mais alors les robots ne vont pas tout remplacer. Alors, il y a une enquête d'Harvard Business Review qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je vous rassure, tout le monde est impacté. Toute la pyramide de qualification est impactée, même les métiers les plus qualifiés, comme la médecine,
est un métier qui va évoluer et qui va être robotisé. Qu'on l'admette aujourd'hui ou pas. Et puis de la même manière, ouais, il va y avoir des suppressions d'emplois, c'est un fait. Et puis, ce qui n'est pas forcément tout à fait vrai, puisque les statistiques sur les prochaines années montrent qu'il va y avoir 350 000 emplois en plus. Pour être totalement précis, il va y avoir 650 000 emplois en moins, et il va y avoir 1 million de jobs en plus. Petite spécificité, 90% des jobs qui vont exister d'ici 5 ans n'existent pas aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le mouton à 5 pattes n'existe pas puisque personne n'aura assez de recul pour pouvoir dire oui, en fait, j'ai besoin de tel profil. Puisque le profil n'existe, enfin, le métier sera nouveau. Et donc ça, c'est juste extraordinaire parce que ça rabat totalement les cartes du marché de l'emploi. Et des gens qui n'ont aujourd'hui pas accès à l'emploi pourront demain accéder et se former plus facilement. Ce qui signifie par ailleurs que le système éducatif même devra être revu. Puisque est-ce qu'on peut enseigner une spécialité sur un métier qu'on ne connaît pas? Telle est la question. L'interdépendance du diamant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le monde change. Et j'avais enfin compris, en fait. Le silence a réveillé la passion et je me suis dit, ok, j'ai compris, je fais mon travail parce que j'ai l'opportunité tous les jours de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, d'aider les entreprises à comprendre ces phénomènes, à se transformer pour pouvoir répondre aux nouvelles problématiques du monde, finalement, à mon humble niveau. Et surtout, de pouvoir les aider à se transformer pour protéger la planète. J'avais trouvé mon sens. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire, en fait, parce qu'on est sur un alignement des planètes où toutes les cartes sont rabattues. Donc en fait, que vous soyez parents, enfants, entrepreneurs, que vous soyez plombier, pompier, quel que soit ce que vous faites, même si vous êtes une rockstar, vous avez tous l'opportunité d'apporter votre pierre à l'édifice. Vous avez tous l'opportunité de travailler pour protéger la planète ou sur une des facettes, qui de toute façon convergera, puisque comme je vous le disais, elles sont convergentes. Élever l'humanité vers une nouvelle conscience, c'est la beauté et la conclusion de mon TED. Merci beaucoup.